nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Bamako abrite à partir de demain lundi le marché des innovations et technologies agricoles MITA 2025, un programme mis en œuvre au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria. Le MITA vise à promouvoir une gestion durable de la fertilité des sols comme fondement des systèmes agricoles résilients au Sahel. Les enjeux de la rencontre de Bamako dans cette édition. Près de 4,5 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet Power by Women, ou les femmes au cœur de l'action, qui vient d'être lancé. Il sera exécuté dans 5 régions avec à la clé améliorer l'égalité de genre pour plus de 222 000 femmes et filles. L'initiative est de Caire Mali avec le soutien du gouvernement malien. Dans la page culture, nous allons vous parler d'un symbole de la société malienne. Il s'agit de Gwélé, un mirador traditionnel sur lequel les sages du village se retrouvent pour se détendre et débattre des problèmes du village. Et désormais, l'ORTM dispose d'un espace de ce genre pour animer l'émission Gwélé Camp, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'année de la culture. Vous servir est un réel plaisir. Merci pour la confiance renouvelée à la grande édition de 20h sur ORTM 1. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais dans les titres. Notre pays abrite à partir de demain lundi le marché des innovations et technologies agricoles MITA 2025. Un programme mis en œuvre au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria. Le MITA vise à promouvoir une gestion durable de la fertilité des sols comme fondement des systèmes agricoles résilients au Sahel. Les enjeux de la rencontre de Bamako avec Dr Moumini Savadogo, directeur exécutif du Centre africain pour la recherche et le développement agricole. Il est interrogé par Youssouf Diakité. Les innovations nous permettent, si vous investissez $1 dans l'innovation, cela va vous profiter au moins 5 à 15 fois. Ce qui veut dire que c'est l'innovation qui est le moteur du développement durable. Et il faut que cette innovation soit pertinente. Ça veut dire qu'elle vient répondre à un besoin précis. Et une fois qu'elle est pertinente, il faut aussi qu'elle soit effectivement utilisée. Donc que les conditions nécessaires à son utilisation soient mises en place et que effectivement cette innovation soit utilisée. En ce moment-là, vous investissez $1, vous récupérez au moins $10 là-dessus. Et ça vaut la peine. Et c'est ce qu'il faut pour nos pays dans le domaine agricole. Faire en sorte que nous continuions à innover, des innovations qui sont pertinentes et que nous créons au plan politique aussi l'environnement nécessaire pour que ces innovations soient effectivement utilisées. Et cela va continuer à déclencher le développement durable dans nos pays. Et le MITA concerne exactement cela. Il s'agit d'un marché des innovations et des technologies agricoles. Et c'est un marché où on vient commercialiser les innovations les plus récentes en matière de production agricole dans son ensemble. La thématique pour cette année, pour ce MITA, c'est la gestion intégrée de la fertilité des sols. Et comme vous savez, tout comme une maison, si vous n'avez pas une bonne fondation, il est inutile de poursuivre. Parce que vous ne pourrez pas avoir quelque chose de solide, quelque chose de durable. C'est la même chose dans le domaine agricole. Sans une terre avec une bonne structure, une bonne composition chimique, vous ne pouvez pas assurer une production durable. Quelle que soit la qualité de vos semences que vous apportez, quelle que soit la qualité des autres fertilisants que vous pensez apporter, des fertilisants chimiques ou des engrais que vous comptez apporter, quelle que soit la qualité des pratiques culturelles que vous voulez mettre en branle, il faut d'abord que vous ayez une terre qui soit fertile.
Les femmes au cœur de l'action, c'est le nom du projet que Care Mali et son partenaire Care Norvège viennent de lancer au Mali. Son objectif est de soutenir plus de 200 000 femmes et filles du Mali. Les piliers du projet sont le leadership des femmes, la santé reproductive et le renforcement de la société civile. Le programme a une durée de 5 ans et un coût de plus de 4 milliards de francs CFA. La cérémonie de lancement était présidée par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Batraouri, pour le compte-rendu. Le projet Powered by Women, ou les femmes au cœur de l'action, ou encore Maya Dambé, est désormais lancé au Mali. C'est une initiative de Care Mali et son partenaire financier Care Norvège qui entendent apporter un soutien aux femmes et aux filles en réponse aux défis nés de la crise politico-sécuritaire et des changements climatiques. L'objectif est d'œuvrer à l'amélioration de l'égalité du genre pour plus de 222 000 femmes et filles du Mali. Le programme Powered by Women, Maya Dambé ++, s'inscrit naturellement dans la continuité de ses acquis avec la double perspective ambition de consolidation et mise à échelle. Cela s'opérera à travers 3 axes majeurs, à savoir genre et justice économique, pour renforcer l'entrepreneuriat féminin, la résilience économique et l'accès des femmes aux ressources productives. Le deuxième pilier, ce sont les droits à la santé sexuelle et reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre. C'est pour promouvoir la dignité et la sécurité des femmes et des filles, y compris dans les zones fragiles. Le troisième, renforcement de la société civile. Appuyer les organisations locales de femmes à influencer les politiques publiques et à participer activement à la refondation du pays. Mise en œuvre pour 5 ans et pour un montant global de 4 milliards 400 millions de francs CFA, le projet Powered by Women est exécuté dans 5 régions du Mali. Il s'agit des régions de Tombouctou, Mopti, Badiangara, Ségou et Bougouni. L'autonomisation des femmes n'est pas une option. C'est la condition du progrès national, de la stabilité et de la paix. Quand les femmes se lèvent, le Mali avance. Au nom du gouvernement du Mali, j'invite chacun et chacune à s'approprier ce programme et à l'accompagner dans sa mise en œuvre. Plusieurs ONG, dont le consortium Amapros Asafé, l'ONG CAEB, sont partenaires de Care Mali pour la mise en œuvre du projet Powered by Women. La première réunion statutaire du comité de coordination du secteur mines et énergie s'est tenue ce jeudi au ministère des Mines. Cette rencontre visait à faire un aperçu du plan de travail 2024 de la cellule de planification et statistique du secteur des mines et de l'énergie. Il s'agissait aussi d'évaluer le travail réalisé pendant le premier semestre de l'année en cours 2025. Le reportage de Mamadou Fani. Cette réunion statutaire du comité de coordination du secteur des mines et énergie est un cadre d'échange et de partage des points de réalisation des activités de la cellule de planification et de statistiques du secteur. Il s'agit pour les décideurs nationaux et les partenaires techniques et financiers du secteur de mieux appréhender les besoins d'intervention et surtout les défis auxquels le secteur fait face. Sur 9 activités programmées, on a réalisé 7. Ce qui nous donne un taux d'exécution de 77% des activités. Mais au niveau de financement, on a un taux d'exécution de 80% de notre financement. Donc pour ce qui est du bilan du premier semestre 2025, sur 9 activités, pour le moment nous avons réalisé 5. Donc à peu près un peu plus de la moitié, mais donc on va continuer à mettre en œuvre le reste des activités qui étaient programmées pour le premier semestre, sûrement au courant du second semestre. L'année prochaine, on reconduira la majorité de nos actions, mais sauf que en 2026, nous comptons innover. La réunion des membres du comité de coordination va se pencher également sur la conduite des travaux pour la cellule pour le compte du deuxième semestre 2025 ainsi que les perspectives 2026. La rencontre d'aujourd'hui se penchera sur les 3 documents préparés par la CPS pour l'occasion. Il s'agit de la présentation de la cellule de planification et de statistiques avec les contraintes,
difficultés rencontrées et les défis à relever pour une meilleure exécution de ces missions statutaires. Au terme des travaux du comité de coordination du secteur des mines et de l'énergie, les participants vont donner de nouvelles orientations pour permettre à la CPS Mines et Énergie de répondre à sa mission conformément aux instructions données par les autorités. Nous ouvrons une large page culturelle dans cette édition. Nous commençons par la 7e édition du Festival des cultures traditionnelles du Mali, un rendez-vous annuel qui regroupe des délégations étrangères. Il s'agit pour les initiateurs de magnifier l'art et la culture malienne à travers des danses, chants et expositions d'objets d'art. L'activité se tient à la Maison des Jeunes de Bamako. Le reportage de Moussa Kamara et Aruna Diara. Tambour battant, chant traditionnel, danse envoûtante. Ici, chaque geste raconte une histoire. Le Festival des cultures traditionnelles du Mali, c'est une immersion au cœur des racines du pays. La Maison des Jeunes de Bamako s'est transformée en un véritable village culturel pendant la durée du festival. Kaye, Tombouctou, Sikasso, Mopti. Bref, toutes les régions du Mali sont représentées. Une mosaïque de traditions pour un même message, mettre en valeur l'héritage commun. Nous invitons les Maliens en cette 7e édition à croire en sa tradition. Savoir que la tradition est le levier de tout développement. Nous avons dédié pour cette année aux chefs de village traditionnels pour que nous sachions que les chefs de village sont aujourd'hui le soupassement de notre développement. Exposition, artisanat, théâtre, conte, musique, les activités sont riches et variées et le festival attire aussi des partenaires venus d'ailleurs. C'est bien de visiter ce village, ce festival de la culture traditionnelle et ça m'a beaucoup impressionné. Des ateliers sont donc proposés aux jeunes pour leur transmettre les valeurs du vivre ensemble, respect, écoute, solidarité. Mais au-delà du spectacle, le message est clair. Il s'agit de sauvegarder les savoirs ancestraux. C'est un espace d'éducation, pas uniquement pour les jeunes, c'est aussi nous les vieilles personnes. Notre culture, c'est ce qui nous appartient. Notre culture, c'est ce qu'on a sémé et qu'on doit continuer à récolter. Ici, les traditions ne dorment pas. Elles marchent avec le peuple pour éclairer son chemin. Le RTM joue pleinement son rôle dans la promotion de la culture, surtout en cette année qui lui est dédiée. Et désormais, l'Office dispose de son mirador appelé Guélé. De sa forme rectangulaire et conçue en bois, c'est un objet sur lequel les sages du village se retrouvent pour se détendre et débattre des problèmes du village. Il a été réalisé grâce à une convergence de vues entre le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, le RTM et l'Institut national des arts, INA. Mariam Koulibaly, Sidiki Koulibaly et Tchédje Kamara nous en parlent. Des miradors de 2 mètres sur 1 chacun, avec une hauteur de 65 cm et 2 chaises traditionnelles, c'est le lot d'accessoires du nouveau plateau de l'émission Guélécan de l'ORTM. De sa forme rectangulaire et conçu en bois, le guélé ou mirador en français est une assise collective sur laquelle les sages du village se retrouvent pour se détendre et débattre des problèmes du village. Cet espace traditionnel, moyen de règlement de conflits et de prise de décision, inspire l'ORTM dans l'émission débat télévisé Guélécan. C'est Seydou Tembeli qui a eu l'initiative de la création de cette émission, à l'image un peu de ce que nous avons dans les villages, notamment les villages Malinké, les villages Bamanan, où les sages se retrouvent pour discuter justement de l'avenir, sinon de l'actualité du village, ce qu'on appelle Guélécan. Donc c'est cette idée qui a prévalu justement dans la création de cette émission, une façon aussi de porter le débat
à l'attention du public. Donc c'est la motivation essentielle qui est à la base de la création de cette émission, qui continue avec beaucoup de sujets d'intérêt. Plus qu'un cadre de débat, l'émission Guélékan est un véritable pan de renforcement du dialogue entre Maliens, l'entente et le vivre ensemble. Le tout en parfaite conformité avec cet adage bambara qui dit « Sika foye damui ». Autrement dit, débattre est source de convivialité. Pour placer l'émission dans son milieu naturel, le département en charge de la culture, de par la créativité de l'Institut national des arts, a créé un paysage fictif mobile. L'INA forme effectivement des cadres moyens, mais l'INA forme pour revaloriser notre patrimoine, revaloriser l'artisanat traditionnel malien. Et c'est ce qui a prévalu effectivement à cette conception de Guélé. Guélé, aujourd'hui dans les villages il y en a, mais en ville c'est pas évident que des jeunes en connaissent. Et si leur thème à l'occasion de présenter ça lors de ces émissions, c'est aussi la promotion de nos valeurs culturelles, la promotion de notre artisanat traditionnel. Aujourd'hui vraiment, je pense que les téléspectateurs, les auditeurs peuvent témoigner qu'au niveau de la télévision aujourd'hui on reconnaît que des efforts sont fournis dans le cadre de l'année de la culture, et cela il faut le souligner grâce au ministère de la Culture, grâce au ministre Mahmoud Daffé. Donc c'est vraiment le lieu pour moi de les saluer et d'inviter aussi les autres. Nous avons beaucoup d'initiatives. Si on a des appuis pour nous permettre d'améliorer ce que nous faisons au quotidien, vraiment c'est des appuis qui sont des bienvenus. Les œuvres sont réalisées à partir de bois spécifiques avec des piliers très solides. La solidité, on a opté aussi pour ça. Dans le choix du bois, il fallait y penser. C'est le bois guénou qui est beaucoup populaire chez nous. On a opté pour ça, et les bois guélés. C'est des bois plus solides, les bois plus lourds. Ça peut contenir jusqu'à 10 personnes, chaque mirador jusqu'à 10 personnes. Chaque guélé est doté de 5 planches. Cela n'est pas anodin, un chef-d'œuvre qui établit un pont entre tradition et modernité. On est parti avec le système de démontage, puisque traditionnellement les guélés sont fixés sur le sol, mais dans ces cas-ci, on va se déplacer avec ça. Donc il faut aller avec la technique de démontage. Et les assemblages, c'est aussi simple. Tout est fixé de façon démontable. Et après, on a raboté les bois, voir comment on appelle l'esthétique. Et ensuite, on a essayé de monter étape par étape jusqu'à aboutir à l'objet. Ce décor authentique vient rallonger la liste des initiatives de la Direction générale de l'ORTM qui place la télévision nationale au cœur de la refondation. Année de la culture, l'ORTM ne reste pas du tout en marche. La cité des 333 s'apprête à accueillir la caravane Al-Fadi pour la paix. Le rendez-vous est fixé du 21 au 22 octobre prochain. Les organisateurs ont dévoilé le programme de cette activité culturelle autour d'un point de presse suivi par Saloum Konati. La Cité du Savoir accueillera la prestigieuse caravane Al-Fadi du 21 au 22 octobre. C'est ce qui ressort de ce point de presse animé par le célèbre créateur international de mode. Placé sous le thème « Appel à la réconciliation et au vivre ensemble », l'initiative regroupe déjà plusieurs artistes nationaux et internationaux dans la ville de Tombouctou. La paix n'a pas de prix. Depuis Tombouctou, la paix au Mali est la paix définitive. Pour que tous les créateurs, non pas dans le domaine de la culture, je voulais dire encore bravo pour Monsieur le Président de la République pour la création et puis la nomination de l'année 2025, année de la culture. C'est un domaine, c'était quelque chose de magique. Le ministre de la Culture, qui est M. Daffé, qui est un ami personnel. Je crois que la joie vient de tout le monde qu'on soit venu aujourd'hui ici pour que tout le monde soit là, pour que Tombouctou soit le flambeau de la paix. La paix, encore la paix
et l'amour entre nous. La réconciliation nationale est chose faite. L'initiative est portée par le Conseil régional et placée sous le haut parrainage du président du Conseil économique, social et culturel, M. Yacouba Katili. Je voulais vraiment vivement remercier Al-Fadi et puis toute son équipe, ceux qui sont venus du Niger, ceux qui vont venir du Burkina, parce que c'est aussi la fête de l'AIS. Il faut le reconnaître. Nous sommes un et indivisibles. Nous sommes obligés de travailler pour la réussite, pour le développement de nos trois pays et nous allons nous battre pour que ça soit une réalité. Au programme, un défilé de mode, prestations artistiques, expositions artisanales, dégustations culinaires, distinctions aiguilles d'or et conférences débat sur l'hospitalité légendaire de Tombouctou comme levier de paix sont entre autres les activités prévues. Vivement les 21 et 22 octobre prochains. De la cité des 333, nous nous rendons dans la cité des Askia pour parler de ce nouveau concept, les merveilles de ma cité, une activité qui vise à promouvoir notre patrimoine culturel et à maintenir la cohésion entre toutes les communautés. Elle s'inscrit dans le cadre de l'année de la culture. Cette première édition a été marquée par des démonstrations de chevaux, de jeux traditionnels, des expositions d'objets artisanaux et les prestations d'artistes. On fait le point avec Adizatou Mohamed Maïga. Ils sont venus de tous les cercles et communes de la région pour prendre part aux festivités de la première édition des Merveilles de ma cité. Hommes et femmes, vieux et jeunes, tous étaient là pour accompagner l'initiative. À la place des martyrs de Gao, notre richesse culturelle a été valorisée à travers chants et danses, démonstrations des chevaux, expositions d'objets artisanaux, projections de reportages culturels, prestations d'artistes et bien d'autres. L'objectif n'est autre que de promouvoir notre culture, valoriser notre culture et montrer notre culture au reste du monde. Ce n'est qu'un coup d'essai, mais qui a été une réussite totale. C'est dans le cadre de l'année de la culture, décrétée par le président de la transition. Nous aussi, nous nous sommes dit que Gao ne peut pas être en marge de cette année de la culture. D'où l'initiative Les Merveilles de ma cité. Gao aussi contribue à cette année de la culture à travers cette activité qui accompagne la phase locale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, mais également la phase régionale que nous venons de terminer. Nous ne faisons que remercier encore cette jeunesse qui a pensé à faire connaître les merveilles de la ville, à faire connaître notre culture, notre identité à cette jeunesse qui est en quête de repères. Au cours de cette première édition, les jeux traditionnels Alanga-Langa, qui est en voie de disparition, a signé son retour sur scène à travers une compétition. Les gagnants ont reçu des prix offerts par la marraine Mouna Awata, présidente de la Case de la Paix de Gao. Cette activité nous a montré que la culture occupe une place de choix dans le développement d'un pays. Ce que nous avons vu aujourd'hui est une merveille. Nous disons merci aux initiateurs. Je prie pour le retour de la paix au Mali. Monsieur Aliou Idrissa Maïga, journaliste et réalisateur l'OTM de Gao, a initié cette activité culturelle dénommée Les Merveilles de ma cité, à l'effet de maintenir et de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les communautés, mais aussi d'apporter de la joie aux populations de Gao qui ont beaucoup été victimes de la crise multidimensionnelle de 2012, dont les effets collatéraux continuent à secouer notre pays. La remise des tableaux et d'attestations au gouverneur de la région et à certaines personnalités et la visite guidée des stands d'exposition ont marqué également ce premier acte des merveilles de ma cité. À présent, ce rendez-vous culturel à mettre dans vos agendas, la 5e édition de la Nuit du Long Polo, prévue le 24 octobre, et la 18e foire internationale du livre de Ouagadougou, qui se déroulera du 25 au 30 novembre. Les organisateurs de ces rencontres étaient à Bamako. Ils ont rencontré des journalistes pour leur donner l'information et solliciter leur implication pour la réussite des événements. Le reportage de Moussa Kamara et Idrissa Traouri.
La nuit des Lompolo 2025, unir les talents, célébrer la culture, renforcer la cohésion sociale. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État. C'est un avant-goût de deux grands événements culturels que la délégation burkinabé est venue partager à Bamako. Face aux médias maliens, les organisateurs de la nuit du Lompolo et de la Philo ont levé le voile sur le programme, les ambitions et les valeurs portées par ces manifestations. Une conférence de presse qui sonne comme un appel à la mobilisation des artistes, écrivains et partenaires des deux pays. La nuit des Lompolo, pour commencer par elle, est une cérémonie biennale de reconnaissance et de distinction des acteurs, des professionnels et des structures œuvrant dans le domaine des arts dramatiques, notamment le théâtre, le conte, l'humour, le cirque et les marionnettes. L'édition 2025 se déroula en 3 grandes phases. Cette année, 27 prix seront décernés, soit 14 prix collectifs et 13 prix individuels. Et abordant à présent la foire internationale du livre de Ouagadougou, en abrégé Philo, je dirais qu'elle célèbre les différents maillons de la chaîne du livre. Instituée en 2000 par le gouvernement burkinabé sur impulsion du ministère en charge de la culture, la Philo est à sa 18e édition. Elle a été créée dans le but de promouvoir le livre, la lecture publique et l'industrie éditoriale nationale. Cette dynamique culturelle s'inscrit pleinement dans une volonté politique de renforcer la diplomatie culturelle dans l'espace AES. C'est la diplomatie culturelle qui est en marche dans l'espace AES. Lorsque un pays frère comme le Burkina Faso confie le parrainage, n'est-ce pas, de cet événement-là, qui est la récompense des meilleurs de l'art visuel comme le théâtre, comme les marionnettes, c'est un honneur pour le Mali. C'est un signal très fort, un signal de solidarité et d'intégration d'un pays à l'endroit d'un autre qui appartiennent tous deux à l'espace AES. On ne peut que s'en féliciter et se réjouir. En posant leurs valises à Bamako, les organisateurs n'ont pas seulement annoncé des dates. Ils ont lancé une véritable invitation à bâtir ensemble une Afrique des idées, des talents et de la solidarité culturelle. Rendez-vous est donc pris à Ouagadougou où la culture sera plus que jamais un trait d'union entre les peuples. Un pan de la culture Dogon s'est transporté hier au Centre international des conférences de Bamako. Les invités ont admiré et apprécié une belle facette de la culture Dogon. L'événement, c'était la 2e édition de Dogon's Fashion. Le thème de l'édition 2025 était le dialogue culturel, facteur de paix, de cohésion sociale et du vivre ensemble. On notait à ce rendez-vous culturel la présence des communautés Bois et Peul. La cérémonie était présidée par le ministre des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine. Aminata Brima Ouedraogo nous plonge dans l'univers Dogon. Suivons ensemble. Au Centre international de conférences de Bamako, loin des falaises de Badjangara, la culture Dogon brille des mille feux. Des dialectes Dogon à l'habillement traditionnel, en passant par le comportement, bref, toute la communauté Dogon a répondu présent à cet événement. Il s'agit de Dogon's Fashion, un rendez-vous annuel où la culture des locataires des grottes s'allie à la modernité pour rapprocher les peuples. La culture, elle est diverse au Mali et elle nous permet de rapprocher les peuples, d'établir ce contact humain et social. Tous les peuples ont leurs tenues. Ces tenues aussi sont à différents âges et à différentes catégories. La tenue parle aussi en quelque sorte. Dans cette salle des banquets, Guindo, Pérou, Sangala ou Djombélé ne sont pas les seuls noms de familles qui résonnent. À ces noms s'ajoutent les Diallo, Bari ou Ndjaï pour les Peuls. S'agissant de la communauté Bois, des noms de familles comme Monkoro, Tera ou Tchenou résonnaient également. Ce sont là deux communautés mises à l'honneur pour cette 2e édition. Elles ont aussi rivalisé avec les Dogons à travers leur culture. Comme quoi, le Mali est une nation riche de sa diversité culturelle et ethnique. Dogon et Peul, on est nés ensemble, grandir ensemble, les gens veulent nous séparer. Et là, on ne va pas se laisser faire. Je suis fière d'être Peul et être parmi mes frères Dogon. Je pense que les Dogons ont une lourde responsabilité dans la préservation de la culture malienne. Vous n'avez pas le choix. Vous allez continuer à initier des choses pour faire briller la culture malienne à travers la culture Dogon, à côté des autres cultures du Mali, Peul,
Bamachek, Bois, Songoï, j'en passe. Les Dogons Fashion, c'est aussi des pas de danse, prestations artistiques et surtout défilés traditionnels. Un moment solennel où l'admiration se lisait sur les yeux des invités devant le riche patrimoine vestimentaire des Dogons aux motifs divers et variés. Le Mali riche de sa diversité culturelle, une diversité qui constitue aujourd'hui le cordon ombilical entre les communautés pour promouvoir le vivre ensemble. Et c'est tout pour la page culture de ce dimanche. Sur un autre sujet, le secrétaire général du ministère du Travail et de la Fonction publique et du dialogue social a présidé ce jeudi l'ouverture du séminaire de renforcement des capacités des membres du bureau exécutif du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers SINABEF. Le thème retenu pour la formation est la défense des droits des travailleurs et le maintien d'un climat social apaisé entre rêve et réalité. Le reportage de Fantama Magnantao. Cette rencontre des 2 jours, qui réunit plus d'une vingtaine de participants, vise à renforcer les compétences juridiques, stratégiques et opérationnelles des membres du SINABEF afin d'optimiser la défense des travailleurs tout en préservant un climat social équilibré. On a voulu la faire parce que c'est une recommandation de l'INTEM et un vœu du secrétaire général de l'INTEM qui a souhaité que cette nouvelle génération que nous sommes, que nous soyons formés et mieux outillés pour pouvoir préserver, 1, le droit des travailleurs et 2, pour pouvoir assurer le maintien d'un climat social apaisé dans notre pays, gage de développement, gage du développement même de nos entreprises. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la vision du renforcement des capacités des cadres de tous les syndicats affiliés à l'UNTM, afin de mieux mener le combat syndical pour le bien-être des travailleurs. Nous le savons tous, les défis auxquels les mouvements syndicaux sont aujourd'hui confrontés sont nombreux et complexes. Face aux mutations économiques, à la digitalisation, à la précarisation de l'emploi et aux nouvelles formes de gouvernance, il nous faut des cadres syndicaux bien formés, capables d'analyser les situations, d'anticiper les changements et de négocier avec compétence dans l'intérêt supérieur des travailleurs. Le thème de votre séminaire de formation, la défense des droits des travailleurs et le maintien d'un climat social apaisé entre rêve et réalité, est suffisamment révélateur de l'attachement de votre organisation à la sauvegarde de la paix sociale, à son sens élevé de la responsabilité à l'égard des militants et à votre engagement constant pour le développement harmonieux et durable de notre pays. Au nom de M. le ministre du Travail, de la Fonction publique et du dialogue social, nos sincères félicitations et remerciements pour tous les efforts que le SINABEF et l'UNTM, en synergie avec toutes les autres organisations syndicales, déploient au quotidien en vue de renforcer le pacte de stabilité sociale et de croissance. Notons que cette formation va permettre aux membres du SINABEF d'inscrire désormais leur action dans une planification syndicale plus structurée en vue de mieux orienter les actions futures. Le 20 octobre de chaque année est consacré à la célébration de la Journée mondiale de la statistique instituée par les Nations Unies. Le thème retenu cette année est stimuler les changements grâce à des statistiques et des données de qualité pour tous. À cette occasion, le président de l'Association malienne de la statistique a accordé une interview à notre rédaction. Modibo Koli Keïta revient sur l'importance de la statistique et sa contribution dans le développement au Mali. C'est au micro de Ibrahim Kaoukonati. Les journées mondiales de la statistique visent à sensibiliser l'opinion publique à l'importance des statistiques officielles et reconnaître le travail des professionnels de la statistique en matière de développement. Si je peux résumer la statistique, je peux dire que la statistique, c'est la boussole du développement. La statistique, c'est le cordon névralgique du développement d'un pays. Parce que sans la statistique, on ne peut pas du tout prévoir. Si on veut faire une planification, il faut la statistique.
Si on veut suivre la population, il faut la statistique. Dans n'importe quel domaine du développement, on a vraiment besoin de la statistique. Parce que la 4e génération du schéma directeur de la statistique couvre la période de 2025 à 2029. Et ce schéma marque une étape décisive. Ce schéma ambitionne de faire de la donnée numérique des outils digitaux et l'intelligence artificielle de véritables leviers pour produire et diffuser des informations fiables, rapides et accessibles à tous. Bon, cette année, le thème de la journée mondiale de la statistique, c'est de stimuler le changement grâce à des statistiques et des données de qualité pour tous. Parce que les statistiques et les données de qualité pour tous permettent de stimuler le changement, surtout quand on parle du changement social et du changement climatique. Mais avec les données statistiques, ça permet d'apporter des solutions idoines à ces défis. J'en appelle vraiment aux ménages, aux entreprises et à chaque citoyen à accueillir favorablement les enquêteurs des autorités statistiques. Parce qu'il est évident que en ouvrant vos portes aux agents enquêteurs, vous participez activement au développement du Mali par des données de qualité. Le nouveau bureau de l'ACEP passe à l'action. 2 mois après son installation, les membres sont réunis en assemblée générale. Objectif, élaborer et valider une feuille de route ambitieuse pour les 3 prochaines années. Reportage Moussa Kamara et Aboubakar Traoré. Placé sous le signe de l'action pour le nouveau bureau de l'ACEP, mis en place le 16 août dernier, l'exécutif de l'Association des éditeurs de la presse privée veut imprimer sa marque. Et c'est à travers une assemblée générale ordinaire organisée ce samedi que les nouvelles ambitions se dessinent, avec en toile de fond la validation du plan d'action triennal 2025-2028. Je vous demande humblement de vous approprier de manière raisonnable le document qui vous a été soumis lors de cette assise, ce afin de l'enrichir avec des observations pertinentes, des critiques réalistes et des suggestions porteuses, car il s'agit du fil conducteur qui déterminera toutes les actions que nous, vous mandatez, nous proposons de mener durant ces 3 ans. Il s'agit d'un plan d'action de 12 pages dénommé « La stratégie de relance et de développement de la presse écrite privée du Mali ». Il est architecturé en 6 composantes visant, entre autres, à renforcer les compétences professionnelles et managériales des responsables des journaux, améliorer la qualité des contenus pour répondre aux attentes des lecteurs, améliorer la qualité des contenus pour répondre aux besoins des annonceurs, développer des modèles économiques innovants pour accroître la viabilité financière des journaux et introduire le numérique pour améliorer l'offre et l'innovation dans la presse. Le directeur général de l'Agence malienne de presse et de publicité a salué la cohésion et le dynamisme du nouveau bureau de l'ACEP. Il a également réaffirmé la disponibilité de l'AMAP à accompagner la fêtière commune dans la réalisation de ses missions. Si notre pays doit garder une lueur d'espoir et montrer au monde entier qu'il est là, il est debout, ça devrait être aussi à travers les médias, à travers la presse, à travers nous, que ce soit l'essor, toutes ces plateformes ou la presse nationale tout court. Donc nous devons rester debout. Et pour être debout, il faut que nous soyons ensemble. Nous sommes dans la même famille, nous sommes ensemble. Si demain, nous, au niveau de l'AMAP, nous pouvons faire quelque chose pour que l'ACEP puisse rendre fier le Mali, nous le ferons. Avec cette assemblée générale, le nouveau bureau de l'ACEP ne se contente pas de prendre place. Il prend position résolument tournée vers l'avenir. Reste maintenant à traduire les intentions en actions concrètes. Et le temps presse. Et cette nouvelle, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, participe à la 5e édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable en Égypte.
Au cours de cette rencontre, les ministres des Affaires étrangères de l'AES ont co-animé la table ronde portant sur le thème au-delà des tempêtes dominantes, un avenir de coopération pour le Sahel. Cette rencontre à huis clos a mis le Sahel et la Confédération des États du Sahel, AES, au cœur des échanges. Les ministres et chefs de délégation ont à l'unanimité insisté sur la nécessité, tant pour l'Union africaine que pour les partenaires internationaux, de tenir compte de la réalité géopolitique que représente la Confédération AES dans la sous-région, dans le continent et au-delà. Les participants ont également salué la nouvelle dynamique imprimée par la présidence en exercice de l'Union africaine et la nouvelle présidence de la Commission de l'Union africaine, à savoir un dialogue constructif, ouvert et franc avec les autorités des pays de la Confédération AES. Ils ont appelé à mettre l'intérêt des populations sahéliennes au centre des actions. De l'Égypte, nous sommes au Burkina où le gouvernement réaffirme sa volonté de soutenir le monde rural. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo était hier au salon de la femme rurale pour saluer le combat et la créativité de ses sœurs dans leurs domaines respectifs. La visite a été suivie par notre confrère de la RTB, Karim Bikienga. Pendant que le Premier ministre exécute ce cérémonial inaugural du tronçon Sakoinse-Koudougou, le salon de la femme rurale bat son plein, à quelques mètres d'ici. Pas question pour Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo de repartir sans s'y rendre. Stand après stand, le chef du gouvernement et les ministres présents découvrent le savoir-faire des exposantes dans le domaine de la transformation des produits locaux. C'était vraiment un devoir de venir non seulement regarder, les encourager, mais aussi leur passer le message du soutien ferme du gouvernement sous le leadership du chef de l'État qui aujourd'hui a fait de la transformation de nos produits par des techniques endogènes une question essentielle. Dans ce segment, ce sont les femmes qui portent véritablement le flambeau. L'engagement du gouvernement en faveur du monde rural se traduit par l'offensive dans le domaine agropastoral et halieutique, mais aussi par toutes les initiatives dans d'autres secteurs comme la foresterie, rappelle le Premier ministre. Il engage les participants du SAFER à maintenir la dynamique, tout en lançant un appel à l'ensemble des Burkinabés. Un appel à faire confiance aux femmes rurales qui réalisent des merveilles. Non seulement c'est beau, mais c'est endogène, c'est pur et évidemment ça garantit une meilleure qualité et que ce que nous importons, bien souvent on ne sait pas quel conservant on a mis dedans, combien de temps le produit a duré, ainsi de suite. Ici, ce sont des produits de chez nous. Le Salon de la femme rurale est à sa première édition. Selon sa coordinatrice générale, Mariam Karama Zoundi, c'est une plateforme nationale dédiée à la valorisation, à l'autonomisation et à la promotion des femmes rurales. En plus d'être un cadre d'exposition de leur savoir-faire, le SAFER se veut le porte-voix de la femme rurale. Au Niger, les forces armées ont mené des opérations grandeur nature allant du 12 au 18 octobre. Le bilan fait état de plusieurs terroristes neutralisés, des équipements saisis et des suspects interpellés. Ces opérations ont été précédées de la réunion stratégique des chefs d'état-major des armées des pays de l'AES. Le commentaire est signé Jocelyne Amoussou. Le mercredi 15 octobre 2025 s'est tenue à Niamey une réunion stratégique de haut niveau regroupant les chefs d'état-major des armées des pays membres de la Confédération des États du Sahel. Placé sous la présidence du général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées de la République du Mali et président en exercice du comité des chefs d'état-major de la Confédération, cette rencontre avait pour objectif principal d'évaluer les avancées enregistrées dans la montée en puissance de la force unifiée et de définir les prochaines étapes de son opérationnalisation complète. Ont pris part à cette importante session de travail le général de brigade Moussa Diallo, chef d'état-major général des armées du Burkina Faso, le général de division Moussa Salou Bormou, chef d'état-major des armées de la République du Niger, le colonel Eric Dabiri, chef de l'état-major intégré de la force unifiée AES et son staff, ainsi que les délégations d'experts militaires des 3 pays membres.
La cérémonie d'ouverture a été marquée par le discours du général Moussa Salou Bormou, suivi des allocutions de ses homologues du Burkina Faso et du Mali, mettant en exergue l'engagement résolu des 3 États à bâtir une force sahélienne souveraine, efficace et interopérable. Les travaux menés en séance plénière ont porté sur 3 points majeurs: la situation sécuritaire dans les zones d'opération de la force unifiée AES, l'état d'avancement de l'installation et de l'opérationnalisation de l'état-major intégré, la présentation des activités déjà réalisées et des défis restants. À l'issue des échanges, les chefs d'état-major ont effectué une visite d'inspection des installations de l'EMI, au cours de laquelle ils ont constaté de visu les progrès accomplis et félicité le personnel pour la qualité du travail accompli et les conditions de vie et de service désormais réunies. Ils ont également salué la mutualisation croissante des moyens humains, matériels et logistiques observés sur le théâtre unifié des opérations, soulignant que cette énergie constitue désormais un levier concret d'efficacité et de cohésion interarmée au sein de la Confédération. Au terme des travaux, les chefs d'état-major sont parvenus à plusieurs résolutions majeures. La décision de confier la désignation du commandant de la force unifiée et de son adjoint respectivement au Mali et au Niger. Leur installation officielle se déroulera dans les semaines à venir à Bamako sous la présidence du chef de la Confédération des États du Sahel. L'instruction donnée au chef de l'état-major intégré d'effectuer des visites de terrain auprès des bataillons en cours de génération afin d'en évaluer la préparation opérationnelle et la cohésion avant leur déploiement effectif. L'organisation d'une formation sur la planification opérationnelle de niveau opératif financée par le président de la transition du Mali au profit du personnel de l'EMI. La tenue d'un atelier d'examen et de validation de la stratégie de communication de la force unifiée AES à Bamako, incluant la définition de l'uniforme et des signes distinctifs de la force. La validation de la planification d'une opération d'envergure placée sous l'égide de la force unifiée de l'AES afin de tester la coordination, la réactivité et les capacités opérationnelles de l'état-major intégré dans les semaines à venir. Retour à l'actualité nationale. Le consortium du projet appui à la décentralisation de l'éducation au Mali, PADEM, renforce les capacités des responsables de l'éducation dans la capitale du Méguétan. Axé sur l'approche Enabling Teachers, la session a pour but de doter les participants de rudiments nécessaires dans la recherche d'une éducation de qualité au Mali. Le reportage de Ousmane Kouita et Salif Meïga. Ils sont directeurs ou adjoints des académies d'enseignement et des centres d'animation pédagogique CAP des zones d'intervention du projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali, PADEM, à prendre part à la session de formation basée sur l'approche Enabling Teacher dans la capitale de Méguétan. Objectif, doter ces acteurs incontournables dans le processus de l'éducation au Mali de compétences nécessaires pour la prise en compte de la motivation et du bien-être des enseignants. Le consortium compte sur vous, sur votre engagement et votre participation active pour la réussite de cet atelier et vous souhaite de passer des moments riches en apprentissage en compagnie des facilitateurs bien expérimentés. Pendant 2 jours, ces acteurs clés de l'éducation seront suffisamment outillés des rudiments nécessaires pour mieux planifier, gérer et suivre la performance éducative en étroite collaboration avec les collectivités. La décentralisation de l'éducation est aujourd'hui une réalité qui confère aux collectivités territoriales et aux structures déconcentrées une responsabilité accrue dans la gestion, le pilotage et la supervision du système éducatif. Je voudrais ici vous inviter à vous investir pleinement dans ce processus. Votre leadership est essentiel pour assurer une participation effective des conseillers pédagogiques et surtout pour stimuler l'engagement des enseignants dans l'application de cette approche et outils issus de cette formation. Notons que cet ambitieux programme du projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali, PADEM, a été lancé en janvier 2025 avec l'accompagnement technique et financier
de l'État malien et de l'Union européenne. Il couvre 23 communes des régions de Caille, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako. Fin du projet Orange Olympique. Après 8 mois d'activité, le projet a été exécuté à Sanankoroba. Les responsables se sont retrouvés dans cette commune pour faire le bilan des réalisations. Le reportage de Sokona Kamisoko. Orange Olympique, ainsi s'intitule ce projet qui arrive à échéance au village SOS d'enfants de Sanankoroba. Comme son nom l'indique, le projet Orange Olympique a été conçu pour célébrer les Jeux Olympiques en 2024 tout en promouvant la participation active des enfants à leur propre développement à travers le sport, un volet des programmes de village SOS d'enfants au Mali. À travers ce projet, nous avons célébré les Jeux Olympiques 2024 non seulement comme un événement mondial, mais comme une source d'inspiration pour nos enfants. Ces moments marquent l'aboutissement d'une aventure collective exceptionnelle portée par le sport, qui est bien plus qu'une compétition. C'est une école de vie, un vecteur de développement personnel, de solidarité et de dépassement de soi. Pour la mise en œuvre du projet, le village a opté pour le taekwondo, ainsi renaît cette discipline sportive au sein de l'établissement. Ce village d'enfants a obtenu un financement pour l'organisation d'un sport olympique. Notamment, nous, on a choisi ici les arts martiaux pour promouvoir le sport, les Jeux olympiques dans les villages d'enfants SOS ainsi que la communauté de Sanankoroba. Donc, le projet a concerné 50 enfants et jeunes, dont 25 enfants des programmes de SOS Village d'enfants et 25 enfants de la communauté de Sanankoroba. Pour rappel, ce projet a été exécuté sur financement de la Fondation Orange Mali. C'est donc un pas de géant dans l'amélioration de la santé physique, intellectuelle et sociale des pratiquants. Auparavant, l'assistance avait suivi un match de football qui a opposé l'équipe de village SOS d'enfants de Sanankoroba à celle de la Fondation Orange Mali. Un match qui a été soldé par un but en faveur de la Fondation Orange Mali. Et votre émission Questions d'actualité dans un numéro spécial fait un gros plan ce soir sur l'approvisionnement en hydrocarbures. Cet approvisionnement connaît des perturbations à cause des attaques terroristes sur les corridors d'acheminement du carburant. Quand le terrorisme s'en prend à l'économie, c'est pour l'étouffer. L'État est à pied d'œuvre avec un plan de réponse à court, moyen et long terme. Pour faire le point de la situation et des suggestions, Sira Bachili reçoit les acteurs du secteur et les représentants de la société civile. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Il y a certains acteurs qui ont voulu vraiment tirer profit de cette situation en voulant vraiment augmenter les prix. Bon, donc ceux qui ont voulu vraiment faire ça, nous avons directement procédé à la fermeture de leur station-service pour que ça puisse décourager les autres à emboîter les pas. Vraiment, rien ne justifie aujourd'hui qu'il y a certains acteurs qui essaient vraiment de profiter de cette situation pour augmenter les prix. Alors, Monsieur Diallo, dites-nous quel est l'impact de ces attaques terroristes sur le volume du ravitaillement du Mali en hydrocarbures? Les produits inflammables, quand ils sont attaqués en cours de route, des fois c'est des roquettes qu'on tire sur les camions. Je salue ici les forces de l'ordre qui déploient des moyens énormes. Mais la sécurité à 100% des citernes, ce n'est pas du tout possible. Parce qu'un produit inflammable, même si quelque chose le touche, c'est bonjour les dégâts. Mais dans tout ça, les chauffeurs, moi aujourd'hui, il y a lieu de les féliciter. Tous les Maliens doivent encourager ces chauffeurs. C'est leur vie. C'est l'occasion aujourd'hui de saluer l'ensemble des coopératives des chauffeurs. Alors, Madame Keita, votre avis par rapport à cette question du partenariat, qu'est-ce que nous devons développer? Le terrorisme, c'est pour créer la psychose, la terreur. Et il ne faut pas qu'on tombe dans ça. On doit se renforcer entre États, partenaires, les pays de l'AES, parce qu'on a besoin d'un espace solidaire et uni. D'accord. Monsieur Traoré, quelle est la leçon à tirer de cette crise? Nous avons été préparés à cela et avertis même par les autorités de tout temps, et ça a été compris, heureusement, que les difficultés seront toujours là face à l'adversité que nous subissons. Et c'est une leçon qu'on va tirer encore
de cette crise pour nous aguerrir. Voilà un débat animé par Sira Bachili, spéciale question d'actualité à suivre après l'émission Défense citoyenne avec Abdoulaye Sako. Et c'est parti pour la page sport de cette édition, c'est juste après le jingle. Famourou Djourté, bonsoir. Bonsoir Awama, bonsoir à tous. Voilà, vous l'aurez compris, c'est l'heure du sport. On commence par le basketball. Les qualificatifs pour BAL 2026 prennent fin dans la poule A de la division Ouest ce soir. Oui, la poule A a d'ailleurs rendu son verdict tout de suite dans la salle Abdallah Baman Aïdara du stade du 26 mars. Le centre de référence de basketball de Tombouctou du Mali est qualifié pour l'élite 16 de la division Ouest de la Road to BAL 2026. Les Maliens se sont imposés 74-51 face aux Guinéens du centre fédéral au compte de la troisième journée dans la poule A. Une poule basée donc à Bamako. Le CRBT termine deuxième derrière Alali Benghazi de la Libye qui a remporté ses 3 matchs. Le centre fédéral de Guinée doit attendre le dénouement des 4 autres groupes pour savoir s'il figurera parmi les 3 meilleurs troisièmes de groupe. On reviendra largement sur cette qualification du CRBT pour l'élite 16 de la division Ouest dans notre émission Score de ce lundi 20 octobre 2025. Et football, compétition africaine des clubs de la CAF, le Djoliba AC a réalisé une bonne opération au Burkina et le stade joue en ce moment en Mauritanie. Effectivement, les deux équipes jouent la 9e minute du temps additionnel de la fin de la partie. Pour le moment, le score est d'un but partout. La mi-temps est sifflée sur un avantage du stade malien de Bamako dans le cadre du deuxième tour aller de la Ligue des champions de la CAF. L'ouverture du score survient à la 40e minute sur un corner mal repoussé. Ousmane Koulibaly dit Kalaba reprend et trouve le chemin des filets. Un but à 0 donc pour le stade malien à la pause. Mais le but stadiste a été égalisé à la 85e minute par le FC Nouadhibou de la Mauritanie. Le match vient de prendre fin d'ailleurs, un but partout donc entre le FC Nouadhibou et le stade malien de Bamako. Et vous l'avez dit tantôt, le Djoliba AC est allé s'imposer au Burkina Faso lors du match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF. Après une première période sans but, l'USFA, l'Union sportive des forces armées, a entamé la seconde mi-temps avec force. Le jeu mettant le Djoliba AC sous pression peut inspirer. Les Rouges de Remakono ont souffert avant de finalement trouver la faille à la 85e minute. C'est Kader Armel Kenan, fraîchement entré en jeu, qui a délivré son équipe sur un coup franc parfaitement exécuté. Les Rouges tenteront de confirmer leur qualification pour la phase de groupe de la Coupe CAF lors du match retour dimanche prochain au stade Mamadou Konaté. Et le tournoi qualificatif pour la CAN des moins de 17 ans de l'Union des fédérations ouest-africaines, zone A, a pris fin hier, samedi, avec le sacre du Sénégal. Oui, l'honneur est revenu au Mali d'organiser l'événement. La mobilisation était totale au stade Mamadou Konaté. Retour sur cette fête de la jeunesse avec Siragatou Sissé et Toumani Diabaté. Grand événement, grande disposition, grande mobilisation. Le comité local d'organisation du tournoi IFOA Zone 2 Ouest A des moins de 17 ans garçons a mouillé le maillot pour réussir le pari. Le public a pris d'assaut les travées du stade Mamadou Konaté, arborant les couleurs nationales. Le trophée du tournoi est fièrement présenté aux supporters par Seydou Keita dit Seydou Blé, ancien capitaine des Aigles du Mali. Les finalistes, le Sénégal et le Mali, font leur entrée sur la pelouse accompagnés d'une salve d'applaudissements. L'exécution des hymnes nationaux, suivie du toast et du coup d'envoi sous la direction de l'arbitre international sierra-léonais, cette finale Sénégal-Mali est lancée à l'allure d'un TGV, train à grande vitesse. Chaque occasion enclenchée par les Aiglonnais du Mali est soutenue par les vivas des supporters. La fête a été belle. Nous avons une organisation extraordinaire qui a été faite par la commission locale et appuyée
de l'équipe de l'UFOAA. Et nous sommes très heureux de cela parce que c'était un pari à relever. Et nous savons qu'aujourd'hui le pari a été brillamment relevé avec les différentes parties. Les plus hautes autorités ont mis vraiment tous les moyens qu'il fallait afin que tout le monde soit dans les meilleures conditions et que les stades soient dans les meilleures dispositions. Vous savez, aujourd'hui nous avons des stades vraiment rénovés qui sont homologués par la CAF et je pense que nous avons même pu jouer en région qui est au niveau de Koulikoro. Donc pour nous c'était vraiment c'est une très bonne chose. Donc nous remercions vraiment les plus hautes autorités pour leur investissement dans ce cadre-là. Nous remercions l'UFOAA pour la confiance. La confiance d'avoir choisi le Mali pour pouvoir abriter ce tournoi UFOAA. Et je pense que ça c'est une grande confiance, nous les remercions pour cela. Nous leur disons que nous sommes toujours prêts pour d'autres événements. En attendant les félicitations des instances sportives et internationales, le comité local d'organisation rêve encore plus grand. Voilà, et retenez tout simplement que le Mali et le Sénégal sont les deux qualifiés de la zone ouest pour la CAN de moins de 17 ans en 2026 au Maroc. Merci beaucoup Famorou Djourté pour toutes ces précisions et merci également à vous qui nous suivez à Danderesso, Kongasso, Blendio et Doumanamba. C'est dans la région de Sikasso. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.